Salut à tous les amis, bienvenue. Nous sommes là pour débriefer cette NBA Draft 2020. On a passé une nuit blanche sur Twitch. On est ravis d'avoir vu autant de monde discuter et débattre avec nous des meilleurs prospects qu'on verra dès le 22 décembre en NBA. On ne pouvait pas vous laisser comme ça. Donc un petit débrief s'imposait. On est les derniers des Mohicans, j'ai envie de te dire, parce que nous sommes le matin, il est 6h25. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez, mais sachez qu'on est crevé. Mais ça se voit pas, parce qu'Erwan est en forme. Comment tu vas? Toujours en pleine bourre. Écoute, 38 ans, regarde, hop, pas une ride, plein fer. On est là. Qu'est-ce qu'elle fout toute On est 6h30 du matin. Un homme à marier. 6h30 du matin, on est là. Qu'est-ce qu'il y a? Alan est resté avec nous. Alex nous a rejoint. Ça va les gars? Ça va très bien, ça va très bien. Pas aussi bien qu'Erwan, parce qu'il boit beaucoup d'eau. Bah, heureusement. On salue Jean Pellegrino, notre partenaire de la draft. Tout à fait. On va essayer de débriefer tout ça sur les grands aspects de la draft. On va évidemment pas revenir sur les 60 choix qui se sont décidés dans la nuit, sinon on va jamais s'en sortir. On va commencer par parler des Français, on va aller sur la Melo Ball, on va aller sur les équipes qui ont gagné aussi, les équipes gagnantes de cette draft, les Steals. Et puis voilà, une petite demi-heure pour débriefer les informations importantes donc de cette draft 2020. On va commencer par les Français. Il y avait 4 Français en lice et malheureusement, c'est une petite soirée au global. Kylian Hayes a été choisi en 7e position par Détroit. Théo Malédon en 34e position, il ira à OKC. Et malheureusement, Abdou Ndoye et Clienti de Gonzaga n'ont pas été choisis. On va commencer par les non choisis vite fait. Clienti et Abdou Ndoye, c'est une petite déception les gars. On va commencer par eux quand même. Ouais, c'est une petite déception, un cursus plutôt intéressant de Kylian Tilly qui peut-être paye ses nombreuses blessures. Sûrement. Ouais, Oui. on sait que c'est un bon basketteur qui peut rendre des services par son QI et par sa faculté de faire plein de choses sur un terrain. Malheureusement, beaucoup blessé. Et on sait que la concurrence est tellement rude que quand la limite entre être drafté de second tour et ne pas être drafté, elle est très mince. Malheureusement, c'est pas tombé du bon côté. Après, on sait que ne pas être drafté, ça ne veut pas dire de ne pas avoir de contrat en NBA. De plus en plus ces dernières années, surtout depuis l'apparition des two-way contracts, il y a eu des joueurs qui même ont refusé de se faire drafter au second tour pour avoir des contrats plus solides, plus longs en undrafted free agent. Terrence Davis, un exemple. Donc ça ne veut pas dire forcément que son avenir en NBA est cuit, quoi. On va parler. Tu veux dire un petit truc? Ouais, le dossier médical. Je pense que il avait tout pour être drafté. Je pense qu'il a juste pas réussi peut-être à rassurer les équipes sur le dossier médical. Ça fait partie malheureusement du jeu. On va quand même parler d'un truc hyper positif. Kylian Hayes est donc le Français choisi le plus haut dans l'histoire de la draft. Il est 7e, il dépasse Frank Ntilikina il y a 3 ans maintenant. D'une place donc. D'une place qui avait été choisie 8e par les Knicks. Donc il ira à Détroit. On est ravis de le voir arriver dans le Michigan, notre ami. Ah, complètement. Moi, comme j'ai réagi en live, pour moi, c'était le meilleur. Nico Beat, d'ailleurs, c'était un peu osé. Hein. Le replay. Twitch, la VAR. Mais non, pour moi, c'était vraiment un super spot pour lui. Il va avoir des ballons, il va avoir des minutes. Il n'y a pas de pression. Il y a Dwayne Casey qui est là pour lui. Et puis voilà, puis il a réussi son pari, en fait. Il a réussi son pari, son exode à Ulm, partir de France, prendre des minutes en Eurocoupe, être le leader d'une équipe qui joue une Coupe d'Europe à 19 ans. Et ben voilà, dans le top 10 d'une draft, c'est parfait pour lui. C'est top pour Kylian de le voir arriver à Détroit, en fait. C'est très bien pour lui, parce que comme disait Alan, il y a tout à construire à Détroit. Vraiment, c'est un champ de bataille, mais après la bataille, il n'y a rien. Et il va avoir des ballons. Il devrait pouvoir avoir des partenaires de pick and roll corrects. Il n'a pas vraiment de concurrence sur son poste. Il aura des responsabilités. Il a un bon coach qui est renommé en NBA. Je pense que c'est bien. Le bémol que je mettrais, c'est que le reste de la draft de Détroit, pour moi, est assez décevante. Et je me demande si un environnement vraiment trop mauvais ne peut pas tirer vers le bas Kylian, dans le sens où il faut quand même avoir... à un moment donné, il faut jouer pour gagner, pour vraiment progresser. Tu te projettes loin quand même déjà, Détroit, avec l'échec quand même de la venue de Blake Griffin, où son corps n'a pas suivi. Le départ de Drummond, c'est vraiment une équipe là, qui, pour moi, repart sur un projet quasi à zéro. Ouais. Donc gagner, on est déjà, pour moi, dans une étape 2. Moi, je pense que j'ai même l'impression, dites-moi si je me trompe, que je le vois même déjà titulaire. Ouais. Il est drafté quand même 7, donc je me dis qu'il n'y a personne d'autre. On sait que c'est un poste de meneur. Il y a Derrick Rose, mais qui n'est pas un vrai meneur, qui peut jouer deuxième arrière, qui était dans un rôle de 6e homme, qui allait plutôt bien à Détroit. Là, on a vraiment un vrai poste de meneur. Et moi, je pense que si le draft si haut, c'est qu'ils vont lui filer les clés de la boutique avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les minutes, mais aussi l'acceptation des erreurs pour que Kylian puisse apprendre le métier de meneur NBA, qui est quand même un métier particulier.
Non, moi je pense qu'il est bien tombé. Et puis avant de gagner, c'est essayer de bien jouer. Alors oui, c'est une équipe de jeunes un peu foufou. On l'a vu aussi, on sait qu'il y a Sekou Doumbouya, il y a d'autres qui étaient le plus jeune joueur NBA la saison dernière. Il y a encore des choix de draft avec pas mal d'athlètes assez jeunes. Mais en tout cas, pour un coach, il tombe dans un environnement avec un coach, tu l'as dit, Dwayne Casey, qui est plutôt un coach rigoureux, strict. Et pour tous ces jeunes-là, je trouve que c'est un bon environnement pour Killian Hayes. Il aura aussi, on l'a dit Alan, des tontons pour leur mettre des bons mettre des bons pick and roll, des bons poseurs de cran. C'est important pour un mec fort sur pick and roll. Les Pistons draft donc Killian Hayes en 7, Isaiah Stewart en 16, un tonton. Saddiq Bey en 19, Saben Lee en 38. Ils ont aussi procédé à 2 trades qui vont arriver Tony Bradley du Jazz et Ronnie McGruger Ils sont séparés des de Kennard. Clippers. Et ils se sont séparés effectivement de Luke Kennard. Donc voilà Je crois que Saben Lee va au Jazz du coup. Ouais, Oui, absolument. Le deuxième tour, c'était le bordel. Alors pourquoi tu dis que t'es pas conquis par la soirée Parce que Isaiah Stewart, parce que ils ont fait des échanges bizarres, je les ai pas vraiment en tête, mais le fait est que ce qui est sûr, c'est qu'ils envoient un futur choix de draft pour avoir Isaiah Stewart, qui était un joueur que tu pouvais facilement avoir au deuxième tour. Donc donner ça pour avoir un joueur avec le choix 16, clairement, pour moi, c'est pas une très bonne option, même si... et Saddiq Bey, tu donnes Luke Kennard pour avoir Saddiq Bey. Luke Kennard est un meilleur joueur que Saddiq Bey et c'est même pas sûr que Saddiq Bey arrive au niveau un jour de Luke Kennard parce que Luke Kennard c'est un joueur qui peut shooter en courant après avoir pris 1 ou 2 écrans, s'arrêter, boum, shooter. C'est un très bon shooter, il est devenu fiable même s'il a eu quelques problèmes de blessure. Saddiq Bey c'est un shooter statique qui est plus grand certes mais c'est un shooter statique donc c'est moins intéressant dans une attaque NBA moderne. Donc c'est pour ça que je mets 2 bémols. Là où c'est très bien, c'est que c'est 2 joueurs qui sont réputés pour être des good guys. C'est-à-dire Isaiah Stewart, c'est le joueur préféré des scouts. Quand tu leur demandais, en dehors de l'aspect basket, qui est votre joueur préféré de la draft, c'est Isaiah Stewart. Donc c'est vraiment le mec bonne ambiance, qui veut travailler à l'entraînement, etc. Et Saddiq Bey, ça sort de Villanova. Villanova, ils sortent que des gars solides au niveau de l'attitude. Donc ça, c'est positif. En tout cas, on est très content pour Killian Hayes. Ravi. Ce qu'on retiendra au-delà de l'échec, on va parler de Théo Malédon et de son deuxième tour. Killian Hayes a un potentiel monstrueux. C'est pour vous, surtout chez Envergure, l'un des plus grands talents de cette draft. Maintenant, à lui de confirmer. On sait que sa papa de gauche et ses qualités sur pick and roll vont lui permettre de jouer. Maintenant, il faut confirmer, performer et s'installer, pourquoi pas dans le 5 majeur de Détroit. C'est le plus dur qui est à venir. Pour Kylian, mais bon, l'avantage c'est que dans 3 semaines, on saura. Hein. Bah ouais, non mais et puis ça c'est la folie. Hein. Une petite pensée à notre Waxos, qui 2 Français au Détroit Pistons. Je pense il n'y a pas eu de Français jusque-là il doit être dans l'histoire, et maintenant tu as 2 Français coup sur coup draftés du côté des Pistons. Au premier tour. Au premier tour. Des investissements. Absolument. Killian Hayes avec ce très beau montage de clutch points, fantastique. Parlons vite fait de Théo Malédon. Théo Malédon qu'on attendait fin de premier tour et c'était franchement le moral bas à la fin de notre live qu'on a terminé à la 30e position. Théo Malédon n'avait toujours pas été appelé et il a été appelé en 34e position, Erwan. Ouais, moi alors, quand on a lâché le live, il n'était pas drafté. J'étais très triste. Alors ensuite, là, le second tour, OKC m'a redonné un petit peu de baume au cœur en me disant qu'il allait quand même pouvoir avoir du temps de jeu et sa chance là-bas. Il n'empêche que si je prends les 2 dernières années où Théo Malédon est programmé pour être drafté premier tour, il fait des finales où l'Asvel est champion. Sur le dernier match, il est énorme. En deuxième mi-temps notamment, il fait une vraie différence. Derrière, l'année d'après, il est MVP de la Coupe de France, de la finale de la Coupe de France. Et puis cette dernière saison, avec Mitrovic, cette concurrence avec 4 meneurs, être dans une équipe très ambitieuse qui était l'Asvel et cette armée qu'avait montée Tony Parker, il y a un coach quelque part qui a fait fi de l'ambition de Théo Malédon et qui quelque part l'a mis dans une rotation à 4. Et je suis désolé, il n'a pas passé assez de temps sur le terrain. En plus, manque de cul, il a eu quelques blessures. Et finalement, il n'a pas passé assez de temps sur le terrain. Et quelque part, aujourd'hui, les Ricains, eux, je pense que quand ils regardent l'Euroleague ou l'Eurocup, ils en ont rien à foutre. Hein, c'était le cas avec Doncic, donc on imagine qu'avec Théo Malédon, c'est encore pire. Et quelque part, ça me fait penser à une réflexion que doivent avoir certainement peut-être les futurs joueurs. Parce que Théo Malédon, qui n'est pas drafté au premier tour, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis d'Envergure, mais il y a eu à un moment donné une couille dans le potage et quelque part, tu ne peux pas prendre le risque de jouer pour un coach qui, à un moment donné, est ultra autoritaire et dire non, je te mets dans une rotation avec 4 mecs. Ça dépend quel est ton objectif. En fait, Ulm, leur objectif, c'est de faire drafter haut Killian Hayes. C'est le cas de Lasvel avec Malédon. Moins.
L'Asvel, son objectif, c'est de gagner des matchs. Kylian Hayes, il pouvait perdre 8 ballons dans un match, il restait sur le terrain. C'est ça la différence. Elle est vraiment là, la différence. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui veut devenir une sorte de ferme à faire grandir des prospects. Comme Megalex. Comme Megalex. Et il y a une équipe qui veut gagner dans son championnat national et exister sur la scène européenne. Donc aujourd'hui, si tu vas être drafté premier tour, faut pas être dans des, faut pas finalement. Alors, et moi j'ai quand même l'impression que dans le discours et même sur le. Sauf si t'es un crack, sauf si t'es Doncic, sauf si t'es et pourtant, Franck Ntilikina était un peu dans le même idée à la SIG, c'est-à-dire une équipe qui veut gagner dans son championnat national. Oui. Et qui a pourtant été drafté 8e. Donc, mais les choses ont peut-être changé pour nous, Malédon est sous-drafté. Je sais pas ce que t'en penses, Alan, mais complètement. Sous-drafté. Complètement. Je suis pas le plus grand fan du joueur qui était au Malédon. Pour moi, sa place était entre 22 et 30. Et moi, quand je le voyais entre 15 et 20, c'est peut-être un petit peu trop haut pour lui. Mais c'est un joueur qui méritait d'être pris au premier tour, selon moi. L'avenir nous le dira, en vrai. Mais ce qui est sûr, comme tu le dis, Arwan, c'est que il pâtit d'une saison 2019-2020 compliquée, en fait. Problème de blessure, prépa avec l'équipe de France qui fait qu'il n'a pas pu faire la prépa avec le club. Mitrovic l'a dit qu'il n'avait pas trop aimé qu'il aille avec l'équipe de France, qu'il ne fasse pas la prépa avec. Ça a été 2019 déjà. Voilà, et avant la Coupe du Monde en Chine. Ouais. Ensuite, il se blesse, problème d'épaule, problème de blessure. Il trouve jamais son rythme en fait. Ah là, si tu fais prépa avec l'équipe de France, blessure, la concurrence à l'Asvel, le Covid, c'est en fait. C'est le scénario Kata. C'est vraiment scénario Kata. Je rappelle qu'il y a à l'été 2019, Kylian Hayes et Théo Malédon sont 5, 6, 7, 8 dans les mock drafts. L'un ou l'autre. Malédon sortait d'une grosse saison, il a joué l'Eurocoupe. Ouais. Des grosses perfs en Eurocoupe de Théo Malédon. Des grosses perfs dans les finales avec l'Asvel. Et là, voilà, j'ai rajouté qu'il y avait aussi Edwin Jackson aussi sur son poste en début de saison, sur les guards, quoi. Oui. Donc ça a été vraiment dur comme tu as dit, voilà. Mitrovic faisait jouer Strazel, il faisait jouer d'autres joueurs à sa place. Il a jamais Antoine Dio, Jordan Taylor, ils ont fait venir Berry de l'Olympiakos après. 4 à 5 meneurs sur la saison. Jamais pu trouver son rythme en fait. On est très déçus pour lui. Moi je pensais qu'il allait, par les interviews, par tout ça, remonter un peu. Finalement ça s'est pas trop fait. C'est un peu les échos qu'on avait eus, c'est que les interviews, même s'il est timide, il y a de la maturité énorme chez Théo Malédon. Et donc c'est là où on peut mettre un petit peu de l'eau dans notre vin, on va dire, dans notre vin de la déception, c'est que il tombe à OKC, scénario où un peu à l'instar de Kylian à Détroit, il va y avoir de la place pour jouer, il va y avoir pas de pression, franchement petit marché. Il y a un projet de développement des jeunes. Voilà, reconstruction totale. Ils ont drafté 3 Européens, donc ils sont... Il a un peu le même profil que Shai Gilgeous-Alexander. Un peu long, pas forcément hyper rapide, mais un peu long, un peu costaud sur le haut. Ils peuvent jouer ensemble, quoi, sur le principe. Sur le principe, ils peuvent jouer ensemble. On sait que Théo est un bosseur, ça c'est pas quelque chose qui change, qu'il soit 34e ou 23e. C'est ce qu'on disait, s'il avait été choisi par la même équipe en 23e, tout le monde aurait été hyper content. Donc il faut pas non plus se lamenter. Il peut très bien réussir en NBA. De toute façon, on saura vite. La différence, c'est son contrat. Ouais, OKC lui fera confiance. On saura dans quelques jours le contrat qu'il signera ou qu'il ne signera pas. C'est un peu la question. Et puis, il y a aussi un truc important. Apparemment, le scout d'OKC a dit que c'était le style de la draft. Nico. Ouais, absolument. Le scout d'OKC en Europe a dit que c'était le style de la draft. Et OKC a des très bien implanté en Europe, connaît très bien les joueurs. Voilà. Et c'est aussi important pour l'Asvel, puisqu'on sait que lorsque un joueur est drafté au premier tour, la somme est beaucoup plus importante absolument que lorsqu'il est drafté au second tour. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Ça sauve les meubles, cette draft au second tour, et de tomber chez OKC où effectivement il y a des perspectives. Pour moi, ça reste finalement, et ça serait intéressant d'en parler avec les principales personnes. Pour moi, ça reste un échec pour l'Asvel. Ça reste un échec pour Théo Malédon. Ça reste parce que quelque part dans la programme pour le basket français, parce que dans la programmation, on n'a pas su mettre les conditions. Alors certes, il y a des blessures, il y a eu le Covid, mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Et la contradiction et le croisement des chemins différents entre Kylian Hayes et Théo Malédon, et l'Asvel qui veut lancer des jeunes pour des tremplins, ça doit aussi. Et par rapport au basket français, quand tu prends un peu ça de plus loin, t'as un mec qui se fâche avec tout le monde en France au point de partir dans un pays étranger et qui est drafté 7e, le plus haut drafté français, on l'a dit tout à l'heure. L'autre qui reste dans le sérail français, dans la meilleure équipe de France et qui glisse dans la draft. Donc les signaux ne veulent rien dire comme ça, mais il y a quand même de mauvais signaux. J'allais dire, il n'y a pas de vérité, parce que Kylian Tilly se barre aux États-Unis. Il y en a plein qui le font. Il fait 4 ans assez exemplaires, à part les blessures, mais ça, il n'y peut rien.
il n'est pas drafté. Ce sera intéressant. Après, c'est pas le même. Après, je suis pas sûr qu'on soit sur les mêmes profils. Et On n'est pas sur les mêmes sera- profils, mais Tilly, s'il est drafté 35, personne ne dit Oui. oh, qu'est-ce qu'il fait là. Ce sera intéressant pour moi Après, de c'est la voir. vérité d'une draft et c'est la Oui, vérité oui, d'un bien sûr. moment et d'une Bien sûr, saison absolument. particulière. Il n'empêche que moi, je m'interroge. Mais- Parce que Parce c'est que une- Français n'est pas dans sa meilleure période, parce quoi. que Donc, c'est une interrogation que j'avais eue déjà à l'époque. Je l'ai répété plein de fois. J'étais allé voir le match à Levallois. J'avais vu Lasvel arriver avec son armée de 12 joueurs, ses rotations. Je m'étais dit, mais attends, le petit là, il est censé être drafté dans 6 mois et il prend des 14 minutes de moyenne de temps de jeu et il est et dès qu'il fait une erreur, il va s'asseoir. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure des préparations pour une draft. Pour moi, ce sera intéressant de voir si Malcolm Casalon, qui joue à Megalex cette année, sera drafté au premier tour l'année prochaine. Parce qu'ils le mettent en avant et joue 25 minutes par match cette année. Moi, je peux te dire qu'il sera drafté au premier tour En l'année Ligue Adresse. prochaine. C'est pas sûr, hein, mais On a fait le tour sur nos Frenchies. On va continuer à dérouler un peu tout ce qui s'est passé dans cette draft. On va revenir sur le numéro 1 de draft dans quelques minutes, mais on va d'abord parler de Lamelo Ball. Lamelo Ball qui était attendu 1, 2 ou 3. Il avait une promesse de Michael Jordan avec le pick 3 des Hornets. Et bien voilà, on imagine que Westbrook n'ira pas aux Hornets, mais ils ont leur meneur de jeu. À Charlotte, Alex. Bah, Charlotte, d'équipe anonyme, passe d'équipe qu'on a envie de voir jouer. CTV. Donc, ouais, c'est ça, une League Pass Team, ce que tu veux. Clairement, ouais. Donc, c'est très bien pour Charlotte, même s'il foire, même si il fait n'importe quoi, même si c'est un bust, il y a des gens qui vont acheter des maillots, il y a des gens qui vont venir à la salle s'ils ont le droit. Enfin, voilà, c'est que positif pour le marketing et on sait que c'est très important, encore plus qu'en Europe, beaucoup plus qu'en Europe peut-être, d'être rentable économiquement. Drafter Lamelo, économiquement, c'est une bonne chose. Et à ce moment-là de la draft, quand tu es 3 et que Wiseman et Edwards sont déjà partis, c'est aussi un choix hyper logique. Pour nous, unanimement chez Envergure, c'était un des 2 meilleurs joueurs de la draft. C'était Edwards ou lui, quoi. On n'était pas tous d'accord. Mais du coup, en 3, prends quoi. À Charlotte, il va s'éclater, Lamelo. Je pense qu'il va s'éclater. Il va falloir quand même gérer un petit peu avec Terry Rozier et Devante Graham qui sort d'une saison énorme et qui va certainement cette année demander un autre statut qu'il avait au début de la saison dernière. Maintenant, ça fait 3 petits comme ça. Après, voilà, il y en a un qui devra sortir du banc. Je pense que ça serait Devante Graham. Maintenant, oui, on peut jouer avec des petits, courir. Voilà, je pense qu'il y a moyen de s'éclater. C'est pas plus mal peut-être aussi pour Lamelo Ball qu'il arrive dans une ville et dans une franchise un peu calme où il n'y a pas d'effervescence comme il aurait pu trouver peut-être à New York ou à Los Angeles ou Chicago. Donc voilà, moi je suis comme le disait Alex, je suis très curieux de voir ses débuts NBA, de le voir confronter enfin, parce que ça fait quand même presque 3 ans qu'on en parle, enfin à ce niveau NBA et face à des adultes. 12 matchs en carrière. 12 matchs. 12 matchs en carrière 12 matchs en carrière, Lamelo. Comment ça, 12 matchs en carrière En pro. Ah oui, pro, en Australie, tu veux dire. Ouais. Oui. Il n'a pas joué à la fac. Par rapport à Wiseman et Okoro et Anthony Edwards, il a joué plus de matchs pro du coup. Oui. Tu prends le temps de travers. Plus de matchs pro, mais sur les matchs qu'on connaît, où on l'a vu évoluer, en fait. C'est une valeur sûre, Lamelo Ball, rassurez-moi. Pour moi, oui. Vas-y. Ah, on n'est pas d'accord. Mais pour moi, c'est un joueur qui a un bon plafond parce que je sais ce qu'il va faire en fait. Il va jouer de l'attaque sur pick and roll, il va créer, il va faire des passes, il va faire des highlights, pousser la balle en transition. Offensivement, je sais ce qu'il va faire. Défensivement, je sais pas. Mais après, c'est pas très grave. Hein. Même lui, il sait pas. Mais offensivement, moi, je sais. Après, les choix collectifs, les choix de shoot, il faudra qu'il les améliore. Mais offensivement, je sais qu'ils vont lui donner la balle et ils vont jouer du pick and roll. Voilà, c'est ce qui va se passer du côté de Charlotte. Et il va régaler. C'est un bon plafond, c'est sûr. C'est une valeur sûre. C'est pas du tout vrai. Et comme je te dis, 12 matchs contre des types qui ont 45 ans en NBL, qui n'avancent pas. Respect pour David Anderson. Non, mais Anderson, par contre. Vraiment gros respect pour sa carrière, mais tu vois, David Anderson, tu le mets dans un pick and roll en NBA, il défend pas une pinette. Mais à contrario, on peut aussi se dire que Lamelo Ball, entouré de joueurs NBA, il peut vraiment régaler. Ouais, mais non, mais bien sûr. Mais ça, il n'y a aucun doute qu'il pue le basket et il n'y a aucun doute qu'il va faire des passes incroyables. Simplement, entre faire des passes incroyables et être un joueur qui aide son équipe à gagner, il y a une marche énorme. Après, dans un premier temps, c'est pas ce qu'on demande aux gars. Ja Morant est un peu un ovni en arrivant en tant que meneur rookie, en étant très fort. Quand tu draftes un joueur 3e, c'est quand même ce que tu demandes au bout d'1 an et demi, 2 ans. Ouais, quoi, absolument, voilà. Mais Charlotte est tellement... là, oui, non, mais c'est bien qu'ils aient un talent de premier choix. Évidemment que c'est un bon choix. Évidemment que c'est un bon choix pour eux. D'accord, tu me rassures. De toute façon, on pourra suivre le frère de Lonzo très rapidement. Maintenant, ça va être Lonzo qui sera le frère de Lamelo. Voilà. Et puis surtout, maintenant, on est impatient de voir le premier Pelicans Hornets, de voir quand même les 2 frères s'affronter. Ça régale toujours. Ça va être marrant.
Ça régale toujours. Enfin, si Lonzo joue encore aux Pelicans, puisqu'il est barré pour l'instant par comme Nicolas Bledsoe. Batum le disait par message, ça va être marrant de la gestion de l'Avar Ball avec Michael Jordan. Le fameux 1 contre 1. Le fameux 1 On se contre souvient 1. que l'Avar Ball avait défié Michael Jordan. C'est comme ça qu'il s'était fait connaître. Hein, Complètement. en disant jamais il perdrait. C'est clair. J'ai quand même envie de voir la poignée de main. D'ailleurs, quand il a été annoncé, quand il apprend qu'il va à Charlotte, l'Avar Ball n'est pas spécialement content. Il est derrière son masque. Il est là, stoïque. Et la Mélo était content. La Mélo, oui. La Mélo est content d'aller en NBA. Il savait qu'il allait les clés du camion. Non, mais en plus, par rapport à Golden State ou Minnesota, pour lui, c'est la meilleure situation. Hein, La seule autre situation, c'est si Chicago avait fait un forcing pour monter Détroit, ou Détroit. Ou Détroit. Voilà, donc c'est très bien pour la Melo Ball. On est tous d'accord là-dessus? Oui. Tous d'accord là-dessus. Je vous pose une autre Absolument. question, les gars. Quelle est pour vous l'équipe qui a réussi la meilleure soirée? Et je vous l'impose, j'ai l'impression que ça se passe vers Minneapolis. Moi, c'est Philly. Ok, donc c'est Minneapolis. Minneapolis Tu qui est veux avec, que je te réponde Alors, Alex, quelle est l'équipe qui a fait... J'essaie de remettre mon truc, j'arrive pas. Quelle est complètement l'équipe qui objectivement. a fait la meilleure soirée? Et Minnesota, l'impression les Timberwolves vraiment très solides maintenant. Mais Pourquoi ça alors? Au-delà de ça, choix numéro 1, c'était Lamelo ou lui, plus haut talent disponible. Ils ont bien fait. Anthony Edwards, hein, donc. Anthony Edwards, c'est le numéro 1 de la Oui, draft. pardon. Et c'était une surprise pendant le live, une surprise. On se posait la question. Vraiment, tout le monde se posait la question. Est-ce que ça va être tradé? Est-ce que ça va être Lamelo? Est-ce que Charlotte va move up pour prendre Wiseman? Enfin, on ne savait pas. Ils choisissent de garder leur pick. Ils choisissent Anthony Edwards, qui aura peu de pression offensive, donc qui va moins prendre de shoot casse-croûte que tout ce qu'il prenait à la fac, qui pourra peut-être se concentrer sur la défense. Et clairement, ça peut être un animal s'il a envie de défendre. Maintenant, c'est un joueur... il faut qu'il soit dans un environnement qui fonctionne avec des joueurs qui le motivent à être meilleur tous les jours pour qu'il atteigne son potentiel. Je ne sais pas si Minnesota sera cet environnement-là. Toujours est-il que déjà, quand tu es premier et que tu ne te plantes pas, et parce que c'était une draft où tu pouvais te planter, hein, tu allais prendre un Obi Toppin premier, j'ai rien contre Obi Toppin, mais Il venait de like. mais tu te trompes. Enfin, c'était une erreur. J'ai presque qu'ils le prennent en premier. Ouais, pour toi, ouais, c'est clair. Mais et au-delà de ça, Minnesota. Ils prennent. Alors attendez, j'ai pas mes notes. Paul Maro. Ils prennent Leandro Daniel. Bolmaro, donc qui est le joueur du Barça, qui est un très bon draft and stash. Ils récupèrent Rubio en trade, qui est un trade asset, mais qui peut aussi aider pendant la saison à gagner tout de suite. Et voilà, ils récupèrent du fort joueur et Jaden McDaniels. Tout à fait. Qu'ils ont réussi à attraper très bas, qui est un joueur à fort potentiel, qu'ils peuvent laisser développer peut-être 1 ou 2 ans, et qui peut à l'avenir rendre des services. Donc un mec de 2m10 qui sait shooter, c'est quand même assez rare, et il le chope. Ricky Rubio alors, donc, arrive en trade d'OKC. Il le chope en sélectionne 28. Anthony Edwards en 1, Leandro Bolmaro qui n'arrivera pas tout de suite à OKC. Jaden McDaniels qui est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ouais. Toilette. Ah, il faut. Ok, d'accord. Erwan, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi, je pense C'est une équipe qui se renforce clairement parce qu'ils n'ont rien perdu. C'est une Hein. équipe qui se renforce et je pense que je vais surtout m'intéresser moi sur leur choix premier de la soirée qui est Anthony Edwards. Je pense que s'ils avaient pris la Melo Ball, on serait en train de débattre de mais comment ça va se passer? Est-ce que ça va marcher avec D'Angelo Russell? Est-ce que vraiment? Mais ça veut dire que si dans 2 ans ça marche pas, apaisé. tu vires D'Angelo Russell, mais t'as les Melo Ball, t'as la meilleure asset. S'ils avaient pris James Wiseman, on aurait dit mais avec Anthony T'as raison. Là, ils prennent Anthony Edwards, pour personne ne se pose de questions. Tu as un poste 1 établi, tu as un poste 2-3 qui est à fort potentiel parce que c'est un numéro 1 draft, on a déjà parlé de son potentiel, et tu as un mec comme Karl Anthony Towns qui est installé. En plus des jeunes draftés avant. En plus des jeunes draftés avant. Donc là, tu aplanis plein de choses et tu te dis, et tu peux déjà commencer à bosser avec un vrai projet en tête plutôt que se dire, si ça marche pas, mais on garde lui. Et se projeter déjà sur des trucs, se penser déjà à un éventuel échec. Là, je pense qu'ils prennent lui, ça fait un poste 1, un poste 2, 3, un poste 4, 5. Allons-y gaiement, commençons à gagner des matchs. Il y a maintenant un nouvel format qui fait que les 7 et 10 sont dans des play-in. Allons-y, voilà un objectif dans lequel on peut se donner avec un mec comme Karl Anthony Towns qui a déjà connu les playoffs, avec D'Angelo Russell qui est All-Star, qui a connu les playoffs. Allons-y. Et je trouve que c'est un bon choix qu'ils ont fait, en plus avec quelques assets derrière que tu viens de nommer, Alex, donc c'est très bien. Je trouve que c'est important de rappeler qu'ils n'ont rien perdu pour avoir tous ces joueurs. Hein. Rubio, c'est un trade... alors, ils ont donné leur 17. Leur 17, voilà, mais pour Ricky Rubio, je trouve que c'est bien, quoi. Très envie d'aller haut dans la draft pour pouvoir drafter Aleksej Pokusevski,
qui est un espèce d'ovni, qui est tout fin, qui shoot, qui fait 2,11 m, qui sait driver, qui sait contrer. OKC avait très envie de ça, et ils ont profité à fond de leur choix 17 pour. Après, pour moi, je suis pas sûr que Rubio va rester. Ouais, c'est ce que tu disais. Pourquoi J'ai mal à l'imaginer de meneur backup, en fait. C'est quand il est. Moi, c'est que je le vois meneur. C'est quand même un mec de valeur. Donc, moi, je les imagine jouer tous les deux dans le 5, en fait. Je sais pas pourquoi il serait backup. Ouais, bon, il y a déjà des mecs l'année dernière quand même qui ont montré des choses, donc sur le poste 2. Ouais, bon. Ok, non, on verra. J'ai Russell sur le poste 2 dans un rôle de scoreur, parce que de toute façon, maintenant, il a arrêté de faire des passes. Non, mais tu vois. Donc, non, mais ça se fait, écoute, c'est un feeling. Hein, En fait, c'est pas une branche-bombe que je te dis. Hein. Non, c'est clair. Mais j'entends ce que tu dis, mais j'ai quand même cette sensation qu'ils sont allés chercher Ricky Rubio. Et le voulaient. Tant qu'il est là, c'est un retour, d'ailleurs. On rappelle qu'il a été drafté par Minnesota. Enfin, qu'ils le voulaient, en tout cas. Ils ont vu une opportunité. Ils ont profité d'une opportunité. Ouais, mais donc, du coup, maintenant, il est là. Autant le mec est un joueur archi solide. Avec Ricky Rubio, pour moi, t'es quand même largement plus fort que quand on cherchait un autre joueur sur un autre poste, alors qu'ils ont déjà plein d'autres mecs. Enfin. Non, mais bien sûr, c'est un bon mix qu'ils ont fait. Si on devait résumer, c'est un bon mix entre être compétitif maintenant et être compétitif plus tard. Ils ont réussi à faire les deux en même temps. Donc ça, c'est très très bien. Et franchement, pour finir là-dessus, j'espère qu'ils n'ont pas réfléchi comme ça. C'est-à-dire, j'espère qu'ils n'ont pas dit nous, on veut que ça fit et donc on va prendre Anthony Edwards parce que la Melo Ball, ça irait contre D'Angelo Russell et parce que James Wiseman, ça irait contre Karl Anthony Towns. J'espère qu'ils n'ont pas réfléchi comme ça. Forcément, je pense qu'un peu quand même. Et notamment sur la Melo Ball d'Angelo Russell. Pour moi, on en a déjà débattu un petit peu. Pour moi, ça ne peut pas marcher. Honnêtement, D'Angelo Russell, la Melo Ball à côté, pour moi, ça. N'en parlons plus parce que ça n'existe pas. Mais ça n'aurait pas marché, c'était un fantasme. Oui, non, comme je dis, et puis tu vois, là, en le draftant Anthony Edwards, qui est quand même un vrai potentiel, tu vois. Un énorme potentiel. Un énorme potentiel, je me dis, ben voilà, en fait, eux, pour moi, ils sont tout de suite, tac, ça y est, on peut se projeter. Ouais. Avec 2 mecs établis, plus un jeune potentiel. Voilà, il n'y a plus de question de prévoir un éventuel échec. Là, ils sont que sur le positif. Non, mais ils ont apaisé aussi peut-être l'attention médiatique qu'ils vont avoir. Exactement. Avant de parler de Philly, qui est pour toi qui s'est le plus renforcé dans cette soirée-là, un mot sur James Wiseman qui arrive aux Warriors. Les Warriors, on l'a appris hier soir, qui perdent a priori pour la saison. Klay Thompson qui s'est fait une rupture du tendon d'Achille. C'est une brave catastrophe. On pensait peut-être, parce qu'on l'a appris juste avant le début de la draft, que ça allait changer les plans des Warriors. Ils ont quand même choisi leur tonton, James Wiseman, ils ont bien fait. Ils sont restés, je pense, sur leur plan de départ, parce que drafter en catastrophe, ça aurait été compliqué. Il s'est blessé aujourd'hui. On sait que ce poste 5, c'est aussi une pièce nouvelle que les Warriors doivent avoir. Ils en ont toujours eu, mais on sait qu'ils finissaient small ball. Là, on a bien vu le basket, le small ball de l'époque Warriors. Le basket a déjà changé. Quand on voit le dernier champion, moi j'aime bien me fier aux derniers champions, que ce soit les Raptors ou les Lakers. Ils jouaient déjà beaucoup plus grand que ce que jouaient les Warriors en fin de match. Donc ils ont besoin, autour du talent et du collectif de Steve Kerr, d'avoir ce grand tonton à développer. James Wiseman, donc, qui est encore très brut, mais aux côtés de Draymond Green, déjà défensivement, je pense qu'il va vraiment se faire bouger. Mais en fait, il a 19 ans, le Non, mais c'est très bien. Parce que tu me regardes, j'étais un petit peu idéaliste. T'es idéaliste dans le sens où il va se prendre des branlées et s'il n'est pas là dans la tête, il va vite abandonner parce que Draymond Green, il va pas lui faire de cadeau. Moi, je pense que c'est plutôt, il est tombé au très bon endroit dans une équipe. De toute façon, les Warriors. Et puis quand tu arrives dans une salle, c'est Jacques Monclar qui dit souvent ça, quand tu arrives dans une salle et que tu lèves la tête et que tu as des bannières de champions, t'es obligé de t'y mettre. C'est pas pareil, tu sais où tu mets les pieds. Et donc, c'est ça, moi je crois que c'est du gagnant-gagnant parce qu'ils ont besoin, à moyen et long terme, d'avoir ce pivot-là. On verra le profil qui va se dessiner au fil des années. Et puis, ils arrivent déjà avec une équipe. Alors, ils ont perdu Klay Thompson, mais qui, déjà l'année prochaine, sera une équipe qui doit aller en play-off au moins, quoi. Qui assurera une place en play-off tranquillement, je pense. On a vu l'année dernière, les Warriors sans Klay Thompson, c'était pas fameux, mais c'était un sans Steph Curry non plus. Au début, il y avait Steph Curry, c'était vraiment pas fameux. Alors, Steph Curry, ça va être un énorme challenge pour lui, j'espère. Oh là là, mais j'espère qu'il est prêt. Un an sans jouer, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Warriors ne peuvent pas s'asseoir sur une deuxième saison avec Steph Curry dans la fleur de l'âge. Je veux dire, non, vas-y, reste, on va encore tanker notre année. Dans l'âge, inimaginable. Qui passe, parce qu'il est 87, 88. Il a 32 ans, donc le temps passe aussi pour la mise. Pour Draymond aussi. Et moi, je rebondis sur ça. Draymond, il peut plus autant jouer poste 5 qu'avant. Moi, c'est vraiment un truc que je trouvais sur les dernières saisons. Un peu. Et je trouve que physiquement, il a de plus en plus de mal. D'ailleurs, on voyait dans les campagnes de play-off, plus ça avançait, plus Kevin Looney voyait de plus en plus de terrain. Il a de la gomme. La dernière année, oui. C'est ça. Donc en fait, je me dis, Wiseman, c'est pas le joueur que je préfère. C'est peut-être pas le joueur que je préfère pour eux, mais je peux comprendre. Et j'ai envie de laisser le bénéfice du doute aux Warriors dans le développement de joueurs.
pour revenir sur Draymond Green, 4 ans de fac avec des temps de jeu monstrueux sur les 3 dernières années. Plutôt que 4 ans en pro. Son début de carrière, bon, il est un peu compliqué. Il a commencé à 22 ans. Années, dès que David se blesse, il est titulaire. Ouais, mais donc, du coup, les 2 années, il a permis à se reposer comme Michael Jordan en 96-98. Le small ball fight des Warriors, c'est tellement physique, tellement demandeur. C'est très prenant. C'est très prenant. Allons donc sur ton équipe gagnante, les 76ers, qui a, en une soirée, changé beaucoup de choses. Je vais t'expliquer tout ça, commençant par la Horford qui a été... C'est Daryl Morey qui a pris la télécommande et qui a changé les choses, quoi. Donc tu te sépares d'Al Horford, tu récupères Danny Green et Terence Ferguson, genre qui vont peut-être... Bon, Terence Ferguson est plus un projet. Danny Green qui va t'aider en termes de spacing et de défense. Et après, j'aime ce qu'ils ont fait à la draft, en fait, parce qu'ils ont pris des shooters. Ils ont pris des shooters, Isaiah Joe au deuxième tour, fort shooter, surtout Tyrese Maxey, donc qui a été pris en 21, qui vient de Kentucky, et qui pour moi est un... Je sais pas ce qu'on pense avec, n'aurait jamais dû être là en 21. Après, voilà, les analyses de draft 3 heures après. Top 10. Enfin, top 12. Ouais, 3 heures après, c'est toujours facile et on peut se tromper. Mais c'est un joueur à fort potentiel qui peut les aider. Ils ont aussi récupéré Seth Curry. Donc, absolument. Donc en gros, ils ont récupéré Seth Curry. À la place de Josh Richardson. Donc c'est ça, un gros échange. Donc ils ont été prendre des shooters et moi j'aime beaucoup cette politique du côté de Philly. Les Sixers, c'est incroyable. L'année dernière, ils perdent J.J. Redick qui récupère aucun shooter. Ouais. Donc on a vu qu'ils l'ont payé très cher cette saison. Et là, la saison n'a pas commencé. Ils ont déjà récupéré 5-6 shooters. Ils ont un très bon GM. Et tu vois, quand on parlait justement de l'arrivée de Daryl Morey aux Sixers, et on discutait, je vous parlais du fait que c'est un mec qui a compté ces dernières années. Il prouve en tout cas que c'est un mec qui bosse et qui bosse bien. Parce qu'en une semaine, le gars il a depuis une semaine, on voit directement son impact. Il a dégagé à Horford, qui est peut-être le pire contrat NBA. Il a dit prenez à Horford, je vous rembourse dans 5 ans. C'est clair. Et Danny Green, ils ont donc un titulaire sur le poste 2. Claire, double champion les 2 dernières années. Et Seth Curry, c'est un énorme apport pour Josh Richardson qui n'a pas répondu aux attentes l'année dernière. Vraiment, Tyrese Maxey, si tu veux défendre, Tyrese Maxey, Matisse Thybulle, Ben Simmons, Danny Green, Joel Embiid, moi j'aime pas être l'équipe en face. Vraiment, je dis au coach, franchement, me fais pas rentrer, gros. Après Ben Simmons, on va voir s'il est toujours là dans les joueurs. Ils sont dans les même dans la perspective d'un trade, voilà, t'as des assets. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien d'imaginer aussi avec un trade d'Arden d'avoir des mecs autour qui vont pouvoir défendre fort. En une soirée, reconstruire une franchise. D'avoir évacué alors fort, c'est déjà incroyable. Mais moi, franchement, Seth Curry, ça me plaît énormement. Seth Curry, Danny Green, ça ne marchait pas, ça n'a pas marché. Pour beau papa en plus. Exactement. On rappelle que Seth Curry est en couple avec la fille de Doc Rivers. Marié, tout à fait. Marié. Donc Philly, grand vainqueur. On verra si James Harden sera le prochain. On n'y croit pas tant que ça, mais bon, on verra dans la semaine ce qui se passera. En attendant, l'équipe, en tout cas, moi je trouve qu'elle est. Tu vois, c'est comme les Lakers sur la première année de LeBron et la deuxième. Il y a un ajustement qui a été payé. On voit la patte, on voit le changement de patte en fait. On voit la patte et pas besoin d'avoir des superstars. Il leur manque encore un meneur de jeu, je pense, dans leur équipe. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Il y a Patrick Williams qui a été drafté 4e. Ouais, par Chicago. Alors Polo, qui est fan des Bulls, trouve que c'est un très bon choix. Vous en pensez quoi, vous ? Moi, j'aime bien. C'est moi qui avais le Patrick Williams le plus haut dans mon classement personnel chez Envergure. Je trouve que si tu laisses le temps, que tu le développes, il a le corps et les capacités techniques potentielles pour devenir un joueur dominant, presque deuxième option d'une équipe très 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 forte. Et vraiment, ça c'est son potentiel maximum, tu vois. Mais c'est très très compliqué quand même de se projeter avec Patrick Williams parce qu'il est brut, quoi. Mais juste le matériau que tu prends en 4, c'est peut-être le plus gros potentiel à ce moment-là. Et finalement, si tu réfléchis dans la tête d'un GM qui se dit meilleur talent disponible, Patrick Williams. Ok. Tant que ça. Moi, je partage pas ton avis. Tu as Mark Cannon qui est un très bon joueur qui l'année dernière n'arrive pas à jouer parce qu'il n'y a pas de meneur. Parce qu'il n'y a pas de meneur. Tu as Wendell Carter Jr. qui n'arrive pas à jouer parce qu'il n'y a rien qui est mis en place. Et là, tu vas prendre encore un mutant. Sur les mêmes postes, sur un prospect sur à peu près les mêmes postes. Il y a toujours pas un mec pour mettre de l'ordre dans cette équipe. Autoporteur aussi. Qui a après son option. Donc, je pense qu'Autoporteur, ça va peut-être être une monnaie d'échange avec la signature d'Okoro, mais tu vois, je me dis, mais à mon avis, c'est bien beau comme ça. Non, Williams. Patrick Williams, excuse-moi. Mais je me dis, mais à mon avis, c'est bien d'avoir ces mecs-là, mais qui va mettre de l'ordre? Qui va mettre de l'ordre? Satoransky n'a pas fait le taf. Chris Dunn n'est plus là. Kobe White, c'est pas son métier. Chris Dunn, il n'y arrive pas. Satoransky, il est gentil, mais c'est trop pour lui. Qui va mettre? Moi, je veux bien dans le programme, mais qui va mettre de l'ordre? Le basket, à un moment donné, aujourd'hui, c'est trop dur de jouer sans un meneur un peu organisateur. D'accord. Mais est-ce que les Bulls veulent gagner cette année? Je pense pas.
Et quand tu es à la draft, tu n'es pas là pour mettre de l'ordre dans ton équipe. Tu es là pour acheter du talent. Très bien. Gratuitement. Et on peut aussi Il va jouer, imaginer que... donc il va pouvoir jouer avec les 3, Markkanen, Wendell Après, Carter. leur Non, but, mais il c'était va d'être pas nul. pouvoir Le jouer de... Ouais, il va problème, sortir c'était du banc. d'être nul et que La l'année draft- prochaine, il y a une grosse draft. Donc, La draft l'année prochaine est exceptionnelle. c'est peut-être ça aussi le plan. Très bien. Apollo dit exactement. Ah, ok. Donc, une année d'être nul, Les réalisateurs et GM, apparemment. Pour Il a le plan, il a l'oreillette. Non, mais en vrai, Avec Carlos le but, Sopas. c'est d'enchaîner au choix de draft. Et l'année c'est prochaine, t'as des possible, meneurs de ouais. jeu de grand talent. Donc, C'est possible, mais moi, ça me surprend un peu. Kylian Hayes, ça se Ah, sentait pas si, moi, Et c'est mon- j'aurais rien dit. Hein. Moi, D'accord. moi, je préférais Kylian Hayes à Patrick Williams. Après, c'est la philosophie. Est-ce que si pour eux, Kylian Hayes était un moins bon joueur que Patrick Williams, ça me va qu'ils aient pris Patrick Williams. Oui, oui. Donc, on verra. Après, ils peuvent aller signer un meneur peut-être à la free agency, ils peuvent faire des mouvements comme ça. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Erwan, et je l'avais dit. Markkanen et Carter, leur début de carrière, il est manqué parce qu'ils ne sont pas bien servis. Et c'est des hauts choix de draft investis qui ne payent pas pour le moment. Et j'aimerais bien qu'ils puissent payer en les servant mieux en attaque. Voilà. les gars, j'ai une bonne nouvelle. Dans cette soirée un peu morose pour les Français, sachez que Kylian Tilly a signé un two-way contract avec les Memphis Grizzlies. Alors, Oh, bah. c'est ce qu'on disait. Ah, Voilà. oui. Super. Moi, je viens de le tweeter super. là. Et ça tombe très bien, puisque dans les autres équipes un peu gagnantes de cette draft, on avait Memphis. Et franchement, au-delà Sans savoir. du Cocorico, etc., Kylian Tilly, c'est un bon choix. Il sera le premier Français. Eh ben oui, c'est la seule. Et donc, il y aura eu au moins un Français, un Français dans chaque franchise NBA. Ouais. Voilà. Incroyable. Et les Grizzlies, qui avaient juste un choix 40 à la base, se retrouvent avec le choix 30, Desmond Bane, qui est dans notre top 20 à tous chez Envergure. C'est un le joueur- style de la draft, celui-ci. Pour moi, oui. Pour moi aussi. C'est un mec qui est prêt à jouer aujourd'hui et qui va faire une carrière de 10 ans en NBA. Ah. Sûr. Gros shooter, gros défenseur, gros QI, gros Il est bosseur. juste vieux. C'est ça son. Vieux, c'est-à-dire vieux pour Ouais, il la a draft, 22 ans. Il a 22 ans. Pour la draft. Voilà. Ouais. Alors, On va bien être tous vieux comme Ouais, ça, c'est hein, ça. avec Alan, pour le coup, qui s'en approche. Ils ont drafté Desmond Bane, Xavier Tillman, qui est un poste 5, Laurie. Et ils ont drafté. un peu moins gracieux. Ouais. Mais Ah oui, beaucoup. Mais ils ont drafté que des gars que tout le monde projette en. Lui, c'est un solide joueur de rotation pendant 8 Voilà. ans. et Ils ont coché ces cases-là. Alors qu'à la base, ils avaient un pick 40 et ils arrivent à drafter potentiellement 3 joueurs de Ouais, on rotation. aime bien Memphis. Masterclass de Memphis et Kylian Tilly, ouais. Et Dallas aussi qui draft Josh Green, Moi, j'aime Tyrell beaucoup, Terry, ouais. Moi, j'aime beaucoup. deux shooters, dont un 3&D, parfait à côté de Lucas. Surtout, ils perdent Seth Curry, mais Et puis, Il récupère Josh Richardson, ils récupèrent qui Josh lui est Richardson, plus un peu plus complémentaire, athlétique. défenseur. défendre. il va défendre parce à que côté Finney- de- voilà. Finney Smith, il était un petit peu tout seul. Alors, c'est Ouais. un excellent Il va défenseur, mais défendre. par moment, il pouvait pas Là, faire l'aide, de l'aide et l'aide. Bien sûr. Et là, ils ont un Donc, mec pour défendre sur les meneurs, surtout. ouais. Avec Richardson et Josh Green. Josh Green. Tout à Excellent fait, défenseur Green. sur l'homme. Il récupère 2 bons défenseurs et un gros shooter, Et je Tyrell crois- Terry, un peu dans le genre Seth Curry. Ouais, ça, je compare pas à Seth Curry, mais Tyrell Terry, c'est un mec, Ouais. une saison à Stanford, 40% à 3 points. Il y a un joueur qui jouait bien du pick and roll, super à droite. C'est Freshman, c'est juste qu'il était un peu petit et qu'il était un peu frêle. Mais ouais, on l'avait tous au premier tour. Tyrell Terry, on pensait tous qu'il irait au premier tour. Il le récupère en 31. Franchement, Dallas, j'aime bien. De toute façon, Dallas, ils savent juste avec Luka Doncic et un pick and roll, ils vont tout péter en attaque. Et c'est trop fort en Faut attaque. entourer ensuite. Il faut entourer avec des Et avoir un shooters, plan B, peut-être. un plan B et des mecs qui vont défendre aussi. Parce que Finney Smith, c'était peut-être le seul défenseur Sérieux, avec Josh Powell, mais qui était pété. avec Dwight Powell qui s'est fait le talent d'Achille. Ouais, Faut que j'arrête de dire. Josh Powell des Lakers, Ouais, incroyable. Ouais, à l'ancienne. Champion. Olympiakos. Champion avec les Lakers. Ouais. Petit mot sur Menix, quand même. Bah attends, regarde, 7h03. On a presque fait le tour, mais alors, il s'est passé encore une fois un truc fantastique du côté des Knicks. Ils ont échangé plusieurs fois des pics passant de 33 à 25, puis rééchangeant pour être 29. Enfin, les Knicks, hein, quoi. Mais dans leur top 10, ils avaient un bon choix de draft et ils ont donc choisi celui dont personne ne voulait, le bon Obi Topping. La peine. C'était évident qu'il allait aux Knicks, lui, en fait, quand il pense. Toi, Ouais. réaction, Erwan. Moi, ma réaction, j'ai pas spécialement été emballé. Après, je demande à voir. Hein. Ah On oui. va pas condamner Non, des mecs. On va pas condamner des mecs qui Comprendre. n'ont pas encore foulé le parquet du Madison Square Garden. Mais poste 4, 5, fort scoreur, ça me. Alors, on imagine qu'ils vont bouger, mais Julius Randle, Bobby Portis. Taj Gibson. Enfin, tu vois, je comprends pas trop. Mitchell Robinson. Mitchell Robinson, mais qui est plus sur vraiment un poste Ouais, 5 et cinq, sur un profil atypique. Ouais. Maintenant, Il est le seul à avoir dans l'équipe. maintenant, tu fais quand même tu fais venir coach Thibodeau, qui est quand même avec une philosophie très défensive, on le Ouais, connaît. c'est ça, Même c'est si je pense qu'il a mis un petit peu d'eau dans son moulin depuis quelques années, et son dernier passage aux Wolves, j'ai l'impression quand même Obi Toppin, c'est l'opposé de la philosophie de Thibodeau.
Voilà, alors ce qui est bien pour les fans des Mavs qui auront éventuellement la chance d'aller voir des matchs, c'est que ça va être spectaculaire parce que c'est un énorme dunker et un showman. Maintenant, est-ce que c'est avec ça que tu commences à mettre des pierres autour de R.J. Barrett? Je ne suis pas spécialement convaincu. Il y a, à part Elfrid Payton sur pick and roll, je ne sais pas qui va pouvoir le régaler parce que derrière, Dennis Smith ou Frank Ntilikina ne sont pas des forts joueurs du pick and roll pour trouver de la passe. Voilà, écoute, je sais pas trop. En fait, je m'enflamme pas, je suis un peu déçu, ça se voit, mais j'attends de voir. Mais encore une fois, bon, après, quand t'as 8, de toute façon, c'est toujours des pics un peu bâtards. J'ai 2 questions pour vous, les gars. La première, c'est est-ce que Obi Toppin est plus fort que Julius Randle? Je suis pas sûr. Hein. Moi, je suis sûr que non. En fait. Aujourd'hui, non, mais. Non, non, mais à Randle est un terme. super joueur d'attaque. C'est juste un trou noir, en fait. C'est-à-dire que quand tu lui donnes la balle, tu la revois ça, plus. c'est sûr, hein. Obi Toppin a pour lui d'être un joueur altruiste. Un peu plus altruiste. Ouais. Il sait passer, et puis même Randle, c'est un fort joueur d'attaque. il donne. Donc s'il y a une double team, il va pas forcer, etc. Une prise à 2, pardon. Okay. Donc il a ça pour lui. Si on doit retenir un peu de positif, c'est que Obi Toppin est connu pour être assez mauvais en défense. Mitchell Robinson est un monstre défensivement. Donc ça peut un peu compenser. Les 2 profils sont plutôt complémentaires sur un terrain, si tu dois aligner les 2 en même temps. Il va falloir qu'ils tirent. Pour que les 2 jouent ensemble, il va falloir que Toppin tire. Obi Toppin va tirer, logiquement. Ouais. On est plutôt confiant là-dessus. Ou ne pas jouer, quand du même. coup, parce que... non, mais il est là pour ça, quoi, le gars. Je pense qu'il devrait jouer. Le mauvais point, c'est que, en fait, tu fais venir le choix un peu le moins sexy du top 10, avec peut-être le moins de plafond, et tu as l'impression que c'est parce que c'est le nouveau GM et qui est un ancien agent, et que Toppin, il est dans cette firme-là, là où il était agent, tu vois. Ça fait un peu copinage. Franchement, c'est bizarre de le prendre en 8, même s'il était projeté dans ces environnements-là. Et puis le move qu'ils font dans le top 20, ça c'est irréel. Ils ont fait la chronologie des faits. C'est-à-dire que hier après-midi, on enregistre, ils échangent avec Utah pour monter, donc ils envoient 2 pics pour monter en 23. Donc on se dit, bon, il cible quelqu'un, il draft quelqu'un, puis il l'échange contre 2 pics plus bas. Donc en gros, ils sont montés pour redescendre. Pour redescendre, en fait. Et alors ils sont trop loin pour vous, vous n'avez pas compris la subtilité. Non, ils sont montés pour un gars qui n'était plus là, en fait. Ils sont montés trop tôt. Soit eux, c'est Kasparov. Ouais, nous on est. Moi, ma question par rapport à leur 8e choix et Obi Toppin, c'est s'ils n'avaient pas pris Obi Toppin, ils auraient pris qui? Moi, je pense qu'ils voulaient. Moi, je pense que. Au niveau. C'est cliché, hein, mais Thibodeau, il aurait aimé un Isaac Okoro. Bien sûr. Isaac Okoro. Pas que Thibodeau. Hein. Après, Patrick Okoro Williams. Va à Cleveland. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que. Okoro était déjà. Je dis pas que c'est par défaut qu'ils ont pris Obi Toppin. Il y avait Devin Vassell en fait. Et il m'avait Devin Vassell. Et pris un peu plus loin, 11e. 11e chez les Spurs, qui sont très contents à mon avis. Ouais, finalement, c'est aussi un choix par défaut, mais c'est pas un mauvais choix non plus au vu de ce qui restait derrière. C'est ça, il faut nuancer par ce qu'il y avait derrière. Ouais. Nous, bien sûr, on va dire qu'il y avait des joueurs qu'on préférait, c'est sûr. Mais non, mais c'est pas non plus aberrant. C'est pas aberrant qu'Obi Toppin soit en 8. D'accord, très bien les amis. On a fait le tour de notre petit débrief de cette draft 2020. Vous avez un dernier nom là comme ça qui vous vient avant qu'on close cette saison 2019-2020? Avdija chez les Wizards à voir. J'aurais aimé qu'un autre contexte pour notre ami. Ouais, tu m'étonnes. Justin Jessup, okay. Aux Warriors, 51e choix. Il est staché en championnat d'Océanie, là où jouait à la Melo cette année. Fort shooter, il a fait 4 ans à la fac, il shootait à 43% à 3 points. Il va revenir dans l'effectif des Warriors l'année prochaine. À mon avis, c'est pas un mauvais choix. Ok, et toi Alan, un dernier nom pour clore tout ça? Moi, je suis voir comment Miami va utiliser Precious Achiuwa. Parce que, donc déjà, gros big up à tous les Nigérians. Ils étaient 20, ils étaient 30 hein, sur les Il y a eu 5 intérieurs nigérians d'origine nigériane pris au premier tour, plus Okoro. Donc c'est assez ouf. Incroyable. Et dès que Miami sélectionne un joueur, moi de toute façon ça m'intéresse. Donc voir comment ils vont faire. Puis fort potentiel, physique, gros physique. Gros physique, backup de Bam. Je pense qu'il va très très bien marcher. Les gens et les fans du 8 vont venir sur Twitter. C'est un nouveau style de Pat Riley et tout ça. Donc, on retiendra aussi Cole Anthony en 15. À Orlando. Avec Spike Lee qui célèbre avec la famille. Ouais. On retiendra les larmes de R.J. Hampton qui est drafté loin. L'arme de Somme. Hein. L'arme de Somme. On n'a pas vu un mec qui avait autant le Somme depuis Zach Lavine. Et son Fuck Me. L'arme de
d'enfant à l'école qui a pas eu ses cadeaux à Noël. Hein. Qui boude. Vraiment, Il a boudé. incroyable. Non, j'ai rarement vu ça. Voilà, on retiendra aussi Adam Silver et une draft qui a commencé pas trop tard à 2h12. Un enchaînement qui a bien marché finalement. Bon, Le rythme était bien. Alors oui, on n'était pas au Barclays Center comme chaque année, mais c'était tout à fait honnête avec toute la famille. Il y avait, je sais plus chez qui c'était, mais ils étaient 200, donc il y avait plus du tout de gestes barrières. Hein. La mélo déjà, mais... Il y avait la mélo, mais il y avait quelqu'un d'autre. Vraiment, ils étaient beaucoup. Genre, il y avait toute la famille, tous les potes et tout ça. Je sais plus qui c'était. Donc voilà, on retient une bonne draft. Et puis l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de Summer League. Et donc les joueurs seront dès le 1er décembre avec leurs équipes. Et puis il y aura quelques matchs de pré-saison. Et ce sera le grand bain pour Noël. Ces jeunes, pour Noël absolument, pour ces jeunes joueurs, ces nouveaux rookies de la QV 2020. Merci les gars, merci Envergure. Merci à vraiment. Merci à vous pour les invitations. Ce qui est bien, c'est que dès la semaine prochaine, il y a la NCA, donc vous allez repartir plancher sur les futurs prospects qu'on verra en juin 2021. Cadet Cunningham. Cadet Cunningham, absolument, qui est la superstar en devenir meneur de jeu. Ouais. Il va régaler, honnêtement, il a l'air vraiment très fort. Il y en a déjà qui jouent en Europe aussi. On a déjà pu commencer avec les championnats d'Europe qui ont commencé un peu partout, en Euroleague, les championnats Ligue Adriatique, Ligue espagnole, et puis la NCA et la G-League. Et la G-League qui va être passionnante. Ouais. Thomas, si je peux juste bien sûr, vas-y. prendre 10 secondes pour saluer tous les gens qui bossent sur le site d'Envergure. Nous, on a la chance d'être là en plateau avec vous. Eux, ils rendent tous les prospects sur le site. Ils font les fiches avec les tailles, les photos, les équipes, les stats, etc. Et c'est un travail de fou. On a presque 3000 joueurs dans notre base de données. C'est incroyable. Donc, un gros shout-out pour eux. Bravo Envergure. Ainsi, vous voulez suivre tout au long de l'année les performances et les scouting reports des futurs stars NBA. Ça se passe sur envergure.co. Il faut s'abonner aussi au compte Twitter pour pouvoir avoir toutes les infos. On se refera des vidéos tout au long de l'année comme on l'a fait jusqu'ici avec grand plaisir les amis. Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite une bonne semaine. Ce qui est bien, c'est que là on est jeudi matin. Dès demain, c'est le début de la Free Agency. Donc en fonction de ce qui va se passer, on fera des vidéos avec Erwan. J'espère qu'on va pouvoir se remettre quand même de cette nuit blanche parce qu'honnêtement il est 7h11 et je n'en peux plus. On a fait un super live tout à l'heure avec Sifel. On était plus de 4500 sur Twitch, ce qui est énorme, pas loin de notre record. Donc merci à tous de nous avoir suivis et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle antenne libre et avec vos appels pour débattre. Merci, bonne journée. Bonne nuit. On se retrouve rapidement sur les antennes de First Team. Ciao. Ciao.